Alors bonjour tout le monde, c'est la deuxième partie sur les obligations solidaires. On avait posé les bases dans une vidéo précédente. On avait vu ce que c'était que le rapport d'obligation et le rapport de contribution. Et d'ailleurs, ça c'est très important pour bien démarrer. C'est très important pour comprendre également la solidarité passive qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et évidemment, on avait vu la solidarité active avec des schémas, etc. Et aujourd'hui, c'est la solidarité passive. Donc, on va se baser, sur un schéma qu'on va reprendre tout au long de cette vidéo et la solidarité passive, c'est l'hypothèse, pour rappel, dans laquelle vous avez plusieurs débiteurs qui sont tenus à l'égard d'un créancier. Avant de poursuivre, et c'est nécessaire en fait, pour comprendre, tout ça, je vais dire un mot sur l'obligation in solidum. Vous savez, vous connaissez cette notion, quand vous avez plusieurs personnes qui sont responsables d'un même dommage, eh bien, les juges, ils vont condamner les co-responsables du dommage in solidum. Et l'obligation in solidum, elle fonctionne exactement comme la solidarité passive. C'est juste que, en fait, les effets secondaires de la solidarité passive, hein, c'est du cours, c'est votre cours, ils ne s'appliquent pas à l'obligation in solidum. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Bref, passons, la solidarité passive, donc on a plusieurs débiteurs tenus à l'égard d'un créancier. De la même manière, voilà, qu'on a procédé sur la vidéo par rapport à la solidarité active, on va devoir voir les 2 angles de vue, le rapport d'obligation et le rapport de contribution, d'accord? Donc dans le rapport d'obligation, alors voilà, c'est quoi l'effet principal, ici? Eh bien, c'est le fait que le créancier, il peut réclamer la totalité de la dette à n'importe quel débiteur, d'accord? Il y a plusieurs débiteurs, eh bien, le créancier peut demander à un tel ou un tel, la totalité de la dette. Si le créancier assigne un débiteur, donc, le débiteur numéro un, il assigne en paiement le débiteur numéro un. Bah, vous êtes d'accord avec moi que le débiteur numéro un, il va se dire, «Bah, ouais, OK, j'accepte dans tous les cas», voilà, imaginons, hein, c'est la créance, c'est 900 €, bien, il peut très bien dire: «Voilà, oui, je vous dois 900 €, pas de problème. Comme je suis engagé solidairement, ben, je vais vous les payer». Mais il arrive que, si vous voulez, le débiteur, donc en l'occurrence ici le débiteur numéro un, il peut très bien considérer qu'il ne doit pas cette somme, d'accord? Il peut très bien, être assigné en paiement et vouloir se défendre lorsqu'on l'assigne en paiement. Donc, dans quelle mesure, finalement, le débiteur qui a été assigné en paiement peut effectivement se défendre? Eh bien, c'est là qu'intervient la question de l'opposabilité des exceptions. Le débiteur qui va vouloir se défendre, il va opposer au créancier une exception. Vous savez ce que c'est qu'une exception en droit des obligues? C'est un moyen de défense. Et donc voilà, il va pouvoir opposer, des exceptions, mais comment on fait si jamais le moyen de défense n ne concerne pas le débiteur qui est poursuivi? Bon, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Donc l'opposabilité des exceptions, je vous donne un exemple. Vous avez le créancier qui va assigner en paiement le débiteur numéro un. Est-ce que le débiteur numéro un peut refuser de payer en disant, «Bah non, moi, je vous paye pas parce que, voilà, je vous oppose en gros ce que le débiteur numéro 3 aurait pu vous opposer. Donc je paye pas. Je considère que j'ai pas à payer, je vous oppose ce qu'aurait pu vous opposer, mon codébiteur». Si le débiteur numéro un, il est pas concerné par l'exception, bah là, encore une fois, dans quelle mesure il peut l'opposer? Même si c'est pas lui, en fait, qui avait ce moyen de défense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, on va, bah, se référer à l'article 1315 du code, civil et à l'intérieur de ce texte, eh bien, on a 3 catégories d'exceptions. Les exceptions communes, les exceptions purement personnelles et les exceptions simplement personnelles. Et en fonction de la catégorie dans laquelle on se trouve dans un cas pratique, notamment, on va pouvoir déterminer si le débiteur, il peut invoquer, tel ou tel moyen de défense. Alors on va commencer par expliquer ce que sont les exceptions communes. Eh bien, c'est simple, ce sont des exceptions, donc des moyens de défense,
qui sont communs à tous les débiteurs, à tous les co-débiteurs. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent tous les invoquer, tous les opposer aux créanciers, d'accord? Et l'article 1315, il nous donne 2 exemples d'exceptions communes. Il nous parle de la résolution du contrat et il nous parle de la nullité du contrat. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça comme exception, on va le voir après. Mais en tout cas, le texte, lui, il nous parle de la résolution du contrat et de la nullité du contrat. Donc la résolution du contrat, bon, c'est une hypothèse la plus simple, hein, c'est une exception commune, donc tout le monde peut l'invoquer. Imaginons, voilà, vous faites des travaux, vous, et vos 2 potes, vous décidez, d'acheter une maison, d'accord? Et du coup, vous faites, appel à un entrepreneur pour qu'il vienne faire des travaux, vous êtes tout content, voilà, et il s'avère que l'entrepreneur, il fait n'importe quoi. Donc vous, vous êtes un peu en colère, vous voulez pas payer et lui pourtant, voilà, il veut son argent, donc il vous assigne en paiement. Eh bien, dans ce cas, tout simplement, vous allez pouvoir agir en résolution du contrat. Vu que voilà, manquement contractuel, blablabla, c'est parfait. Tout le monde va pouvoir finalement, agir en résolution du contrat. Là, il y a aucune difficulté, voilà. Par rapport à la nullité du contrat, alors, on va avoir donc une nullité qui affecte, soit tous les engagements des codébiteurs et dans ces cas-là, il y a pas de problème, ils peuvent tous invoquer cette nullité, cette cause de nullité. Ça affecte tous les engagements, donc pas de problème. Soit la cause de nullité, elle va reposer sur le contenu même du contrat, donc objet impossible, objet illicite, contrepartie illusoire ou dérisoire. Ça, c'est votre cours de droit des obligations. Là encore, c'est une exception commune, ça pose pas de difficulté, d'accord? Par contre, c'est vrai que la nullité, elle va nous poser problème et je vous explique pourquoi. Parce que, imaginons, si jamais la cause de nullité est un vice du consentement, là, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas de réponse qui est donnée par la Cour de cassation. Donc, je m'explique, l'article 1315 du Code civil, il nous parle de la nullité, mais il nous parle de la nullité de manière générale, de la nullité tout court. Et en fait, le texte, il distingue pas, voilà, nullité relative, nullité absolue. Non, il fait rien de tout ça et en plus de ça, il distingue même pas les causes de nullité, donc il parle que de la nullité, d'accord? Or, les causes de nullité relative, elles ne peuvent être invoquées que par celui que la loi entend protéger. Vous êtes d'accord avec moi? C'est votre cours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nullité pour dol, par exemple, dol, vice du consentement. La nullité ici, c'est une nullité relative. Donc, elle ne peut être invoquée que par la victime du dol. Du coup, si tous les co-débiteurs subissent un dol, dans ce cas-là, il y a pas de problème. Ils ont tous subi un dol, bon OK, ils peuvent, tous l'opposer, pas de problème. Ils peuvent opposer la nullité du contrat. Mais si jamais il y a qu'un co-débiteur qui a subi un dol, bon, déjà là franchement, l'hypothèse en vrai on l'imagine mal, mais en plus de ça, enfin, s'il y a vice du consentement, normalement, logiquement, ça va toucher tout le monde, vous voyez? Et en plus de ça, on n'a pas de réponse. Je vous l'ai dit, la nullité pour dol, par exemple, hein, ne peut être invoquée que par la victime du dol. Donc en fait, de quel droit, entre guillemets, on va pouvoir, se permettre de dire ou autoriser, si vous préférez, le débiteur numéro 3, par exemple, qui lui n'est pas victime du dol, mais pourtant, on pourrait l'autoriser à invoquer le dol qui a été subi par le débiteur numéro 1, alors que ce dol, en fait, il a été subi par son co-contractant, d'accord? Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'après l'article 1315 et donc si on applique vraiment la lettre du texte, hein, il faut estimer que toutes les causes de nullité peuvent être invoquées par tous les co-débiteurs. Donc ça donne quoi? Si par exemple le débiteur numéro 1, il est victime d'un dol, d'accord? Mais pas le débiteur numéro 2, ni le débiteur numéro 3. Eh bien, ces 2 débiteurs, numéro 2, numéro 3, ils pourraient quand même invoquer le dol pour opposer au créancier la nullité du contrat, d'accord? Bref, vous n'avez pas que la nullité ni la résolution du contrat, comme je vous l'ai dit, vous avez d'autres exceptions communes, mais qui sont pas dans le code. Vous avez le paiement, donc qui a été fait par un débiteur, vous avez la prescription, si jamais c'est prescrit pour tout le monde, vous avez la novation et la remise de dette qui a été consentie
à tous les débiteurs et vous avez aussi la perte fortuite de la chose et la transaction. On va passer maintenant aux exceptions purement personnelles. Alors c'est quoi? Ce sont des exceptions qui ne concernent qu'un seul débiteur. Donc il va y avoir que ce débiteur-là qui pourra invoquer cette exception qui lui est purement personnelle. Les autres, ils pourront pas. D'accord? Parmi, ces exceptions purement personnelles, on a l'article 1315 du code qui nous donne l'exemple du terme. Mais voilà, il faut prendre en considération aussi la condition. Le terme et la condition, c'est OK. Alors, ce n'est bien sûr, hein, ce n'est que dans le cas où le terme, et la condition ne concernent qu'un seul, débiteur, hein. On va prendre un exemple. Si par exemple, voilà, la dette du débiteur numéro 1 est immédiatement exigible, d'accord? Que la dette du débiteur numéro 2, elle est aussi immédiatement exigible. Mais la dette du débiteur numéro 3, elle ne sera exigible que, je sais pas moi, le 31 août, par exemple. Si le créancier, il agit aujourd'hui, s'il agit contre le débiteur numéro 1, le débiteur numéro 1 ne pourra pas opposer au créancier que la dette du débiteur numéro 3 n'est exigible que le 31 août. Il y a que le débiteur numéro 3 qui pourra se prévaloir de son terme. D'accord? Si le créancier, il agit contre le débiteur numéro 1, dans ce cas, il va devoir payer immédiatement, le débiteur, pas de problème. Si le créancier, il agit contre le débiteur numéro 2, le débiteur numéro 2, il devra payer immédiatement, c'est exigible. En revanche, si le créancier agit contre le débiteur numéro 3, eh bien, le débiteur numéro 3, il pourra, à ce moment-là, opposer au créancier son terme, pour ne pas avoir à payer immédiatement. D'accord? Moi, je moi, voilà, je devais, vous payer, au 31 août, voilà, c'est mon obligation, elle est pas encore exigible et ben, voilà, je vous oppose mon terme, tout simplement. Alors maintenant, on va passer aux exceptions simplement personnelles. Là, l'idée, alors, en fait, les exceptions simplement personnelles, c'est un mécanisme hybride. Si vous voulez, vous avez tous les débiteurs qui peuvent invoquer les exceptions simplement personnelles, mais en fait, celui qui est directement concerné, lui, ça va lui permettre d'être libéré, d'accord? Mais ceux qui ne sont pas concernés, donc les autres débiteurs, ça va leur permettre seulement de réduire le montant de la dette. Donc en gros, je récap. Tout le monde peut l'invoquer, d'accord? L'exception simplement personnelle. Celui qui est concerné, de sorte qu'il pourra se libérer, et les autres, de sorte qu'ils pourront faire réduire le montant de la dette. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. On va, partir de l'exemple de la remise de dette qui est un exemple classique et donc une remise de dette qui, serait éventuellement consentie qu'à un seul débiteur, d'accord? Donc on va, imaginer donc là, on a un créancier, il a une créance de 900 € et les débiteurs sont tenus à hauteur de 300 € à l'égard du créancier. Bon, le créancier, il va, consentir une remise de dette au débiteur numéro 1. Une remise de dette totale, OK? Donc le débiteur numéro 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit plus rien au créancier au stade de l'obligation et d'ailleurs, il doit même plus rien non plus au stade de la contribution à la dette. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, si vous comprenez pas là ce que je suis en train de dire, il faut vraiment revenir sur la vidéo précédente parce que vous allez voir visuellement, c'est très simple à comprendre. Bref, donc le débiteur, numéro 1, il est, totalement libéré du coup. Il y a eu une remise de dette, OK? Si jamais le créancier, il assigne le débiteur numéro 3, en fait, ce qui va se passer, c'est que le débiteur numéro 3, il va pouvoir invoquer la remise de dette qui a été consentie pourtant au débiteur numéro 1, mais non pas pour se libérer, mais pour faire réduire le montant de la dette. Et il va pouvoir faire réduire le montant de la dette à hauteur de quoi? Eh bien, à hauteur de la part contributive dont le débiteur numéro 1 a été libéré. Donc, je veux bien que vous compreniez. Si jamais le débiteur numéro 3, donc il va pouvoir opposer au créancier la remise de dette qui a été consentie à la base au débiteur numéro 1. Pour dire: «Bah, voilà, non, en gros, moi, je vous dois plus 900 €, je vous dois 900 € moins 300».
Ça fait donc 600. Je vous dois 600. Quand le créancier, il consent, si vous voulez, quand le créancier, il consent une remise de dette à un seul débiteur, c'est comme si le créancier, il renonçait à toucher la part contributive du débiteur. D'accord? Donc les 300 en l'occurrence. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas consentir une remise de dette au débiteur numéro un, d'accord? Et ensuite aller voir, au plus grand des calmes, le débiteur numéro 2, pardon, et lui réclamer, heu, 900 €. De la même manière qu'il ne peut pas aller voir le débiteur numéro 3 et lui réclamer 900 €, donc la totalité de la créance. Non, il y a eu une remise de dette, donc on va réduire, d'accord? En fait, le créancier, là, il a accepté à renoncer à la part contributive du débiteur en faisant sa remise de dette. Donc, voilà, et il pourra pas, réclamer, au débiteur numéro 2, ni même au débiteur numéro 3, ben, il pourra pas demander 900, il pourra demander que 600. D'accord? Alors, à part la remise de dette, ben, vous avez aussi la compensation et la confusion, mais c'est des mécanismes assez simples et ça, j'en parlerai dans ma formation. Je passe très vite. Maintenant, on va faire un petit point sur les actes, du débiteur, d'un débiteur, ou qui vont être, tout du moins, reçus par un débiteur. Donc là, faut savoir que les actes, ils vont produire effet à l'égard de tous les débiteurs. Je vous donne un exemple, si jamais le créancier, il interrompt la prescription à l'égard du débiteur numéro un. Bah, la prescription, elle va être interrompue à l'égard de tous les débiteurs. Donc il n'a pas besoin d'interrompre la prescription à l'égard de chacun. Non, il suffit qu'il le fasse à l'égard d'un seul et voilà, ça interrompt la prescription pour tout le monde. Alors maintenant, on va passer au rapport de contribution. Bah, là, faut regarder comment on va déterminer la part contributive de chacun et ensuite, bah, quels sont les recours éventuellement si jamais un des débiteurs a payé la totalité de la dette, d'accord? Donc sur la détermination de la part contributive de chacun, bah, là, faut savoir, c'est tout simple, c'est exactement les mêmes règles que pour les obligations divises et que pour la solidarité active. C'est l'article 1309. On avait vu ça dans la vidéo précédente. Donc, bah, le principe, c'est quoi? Répartition par parts égales, sauf évidemment, disposition légale contraire ou stipulation contractuelle contraire. Donc le principe, c'est la répartition par parts égales. Mais ici, attention, il y a 2 exceptions, parce qu'en fait, on a 2 dispositions légales dans le code qui permettent en tout cas de modifier la répartition de la dette entre les débiteurs. Donc ça va venir modifier la répartition de la contribution à la dette. Vous avez premièrement l'article 1318 du code, civil. Donc là, vous avez plusieurs personnes qui vont s'engager comme co-débiteurs solidaires, d'accord? Mais vous avez un seul de ces co-débiteurs qui est «intéressé dans l'affaire», entre guillemets, mais ça se dit comme ça, hein, qui est intéressé dans l'affaire. Le principe, c'est que ça va, dans ce cas-là, en fait, ça va être à lui de, supporter l'intégralité du poids de la dette. Donc, je m'explique. Imaginez, ma sœur, elle veut louer ou votre sœur, elle veut louer un appart, mais c'est un peu ric-rac au niveau de l'argent. Eh bien, faut savoir que vous pouvez conclure le contrat de bail avec elle, d'accord? Donc, vous allez en gros accepter d'être co-débiteur solidaire du loyer. Et ça, en vrai, pardon, c'est souvent utilisé en pratique. Ça permet de faire autre chose que le cautionnement, classique que vous connaissez, d'accord? Bon, bah, vous, après, vous l'aidez, enfin vous comment dire? Vous êtes en train de conclure le contrat de bail, mais vous avez pas spécialement envie de vivre avec votre sœur. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez pas du tout vivre là-bas, donc l'appartement, vous allez pas vraiment voir la couleur. Ce qui fait de vous, en fait, que vous n'êtes pas intéressé dans l'affaire. Parce que dans ce cas-là, même si vous êtes, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes copreneur solidaire, eh bien, le bailleur, il aura le droit de vous réclamer la totalité des loyers, d'accord? Vous êtes copreneur solidaire. Donc, même si vous n'êtes pas à la maison, en gros, vous pouvez très bien avoir à payer le loyer. Maintenant, si vous payez le loyer à la place de votre sœur, bah, dans ce cas-là, au stade de la contribution à la dette, donc vraiment, hein, j'espère que c'est clair cette notion de contribution à la dette parce que
C'est voilà, vraiment allez voir la vidéo numéro 1 si vous l'avez pas vue. Bref, si vous payez le loyer à la place de votre sœur, vous allez pouvoir vous retourner contre votre sœur pour lui demander évidemment la totalité des loyers, la totalité de la somme et donc in fine, au bout du compte, vous n'aurez plus rien à payer. En fait, vous aurez pas à supporter le poids de la dette parce que vous n'êtes pas intéressé dans l'affaire. D'accord? Alors, faut savoir que par rapport à l'article 1318, ce sera mon dernier mot sur cet article, il y a une jurisprudence récente. Je vous laisse aller voir, c'est un arrêt du 23 octobre 2024 rendu par la chambre commerciale, et c'est un arrêt hyper intéressant. Donc c'est de l'actualité, il faut l'avoir en tête. Moi, évidemment, je l'expliquerai dans ma formation, heu, mais là, c'est pas l'objet de la vidéo. Et ensuite, on a donc une deuxième disposition légale qui va, venir modifier, la répartition, c'est l'article 1317 du code civil. Donc, si jamais un codébiteur est insolvable, eh bien sa part se répartit entre les autres. On va reprendre encore un exemple. Imaginons donc le débiteur numéro 3, il est insolvable, OK? Ben, dans ce cas-là, la part du numéro 3, elle va se répartir entre le débiteur numéro 1 et le débiteur numéro 2. D'accord? Puisque la part du numéro 3, elle était, on va dire, de 300, bah, dans ce cas, le débiteur numéro 1, il va prendre 150 de plus et le numéro 2, il va prendre 150 de plus, ça fait 300. Donc les 2 devront combien? 450. 300 plus 150, 300 plus 150. Alors, très bien, donc ça, c'est assez facile, hein, vous le voyez. Une fois qu'on a déterminé, la part contributive de chacun des codébiteurs, donc ce que chacun devait supporter au bout du compte, bah, reste la question de savoir, quels sont éventuellement les recours que peuvent exercer tel ou tel débiteur. Enfin, en l'occurrence, le débiteur solvens, donc celui qui a payé, d'accord? Si jamais, vous avez un débiteur, bah, on va prendre le débiteur numéro 1. Si le débiteur numéro 1, il a payé 900 € au créancier, d'accord? Bah, là, on a vu que la part de chacun était de 300, donc voilà, si le débiteur numéro 1, il va à enfin, comment dire? Évidemment que le débiteur numéro 1, en gros, il va avoir un recours contre le débiteur numéro 2 et le débiteur numéro 3 pour pouvoir réclamer à chacun 300. Mais quels sont ces recours? Bah, il y en a 2 et il faut savoir que c'est des recours alternatifs. Le premier recours, c'est un recours personnel, donc en fait, ce recours, il est fondé sur les règles du mandat, quand la solidarité, pardon, elle est conventionnelle et sur les règles de la gestion d'affaires quand la solidarité, je vais y arriver, est légale. Il n'y a pas que ce recours, il y a un deuxième recours qui est possible, c'est le recours subrogatoire et donc la subrogation, bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Hem Et aussi, je voulais vous dire, par rapport à l'intérêt pour lui de faire le recours soit personnel, soit le recours subrogatoire, ben, moi ça j'en parle dans ma formation. Donc ça fera pas l'objet de cette vidéo. Enfin, par rapport à la solidarité passive, moi ce que je voulais voir avec vous également, c'est, la cessation de la solidarité. Donc la solidarité, elle peut cesser dans 2 cas. D'abord quand le créancier, il va consentir une remise de solidarité ou en cas de décès d'un des codébiteurs. Par rapport à la remise de solidarité, il ne faut pas la confondre avec la remise de dette, mais je vais vous expliquer tout après. Donc pour la remise de solidarité, ça se passe comment? Bah, voilà, en gros, vous avez le créancier qui va dire au débiteur, on va dire que c'est le débiteur numéro 1 par rapport à notre schéma, il va lui dire: «Voilà, moi je vous consens une remise de solidarité». Très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le débiteur numéro 1, il va carrément sortir de la solidarité. Donc, faut bien comprendre les conséquences. Ça veut dire que le créancier, si jamais il va demander le paiement à ce débiteur numéro 1, ben, pour le débiteur numéro 1, la dette, elle est devenue divise. Elle est devenue divise en raison de la remise de solidarité. Donc le débiteur numéro 1, il n'aura pas à payer la totalité, il n'aura à payer que sa part dans la dette. Par contre, pour les débiteurs numéro 2 et les débiteurs numéro 3, bah, là, le créancier, il pourra leur demander le paiement de la totalité, pas de problème. Par contre, attention, quand le créancier, il va consentir à une remise de solidarité.
Donc oui, certes, le débiteur numéro 2, le débiteur numéro 3, par rapport à eux, le créancier, il pourra toujours leur demander la totalité. Mais attention, c'est la totalité déduction faite de la part contributive de celui auquel il a consenti la remise de solidarité. Donc ça veut dire qu'au débiteur numéro 1, il pourra demander que 300 et pour le débiteur numéro 2 et ou le débiteur numéro 3, il pourra demander 600. Donc faut pas confondre, c'est ce que je vous disais, la remise de solidarité avec la remise de dette. Parce que si le créancier, il consent une remise de solidarité au débiteur numéro 1, ben, ça ne le libère pas, le débiteur numéro 1. Cette remise de solidarité ne le libère pas. Il est toujours tenu de payer sa part contributive, d'accord? Donc c'est pas la même chose, vous voyez, que la remise de dette. Alors maintenant, par rapport au décès d'un codébiteur. Le décès d'un codébiteur solidaire, c'est un cas de cessation de solidarité et que ce soit la solidarité active ou passive. Ça veut dire que la solidarité, elle ne se transmet pas après le décès du débiteur, ni après le décès du créancier. Donc du débiteur en cas de solidarité, passive et du créancier dans le cas de la solidarité active. Mais nous, aujourd'hui, on parle de la solidarité passive. Donc vous avez le débiteur numéro 1 qui décède et il a 2 héritiers, A et B. Eh bien, chacun vont, admettons, hériter, de 50 de la succession. Donc dans ce cas, la solidarité ne va pas se transmettre à A et B. Je parle bien de la solidarité. Donc concrètement, si jamais le créancier, il veut agir contre A, donc contre l'héritier A, au stade de l'obligation à la dette, il ne pourra lui réclamer que la moitié de l'obligation à la dette du débiteur numéro 1 décédé. C'est-à-dire au stade de l'obligation à la dette, le débiteur numéro 1, il doit à la base 900. Si jamais le créancier lui demande paiement, le débiteur numéro 1, il doit 900. Mais si jamais le créancier, il se retourne contre un héritier, l'héritier du débiteur, d'accord? Du débiteur numéro 1, eh bien cet héritier-là ne devra que 450 et pas 900. Pourquoi? Parce que c'est la moitié. Il recueille, l'héritier, je veux dire, la moitié de la succession. On l'a dit tout à l'heure, chacun des héritiers A et B, recueille 50 de la succession. D'accord? Donc voilà, en gros, le principe, c'est que la solidarité, elle ne survit pas au décès. Donc les héritiers du débiteur 1, numéro 1, ils ne sont pas tenus solidairement. Entre eux, ils ne sont pas solidaires. Si jamais le créancier, il veut que ce soit absolument le débiteur numéro 1 ou ses héritiers, un de ses héritiers qui paye, eh bien, s'il assigne le débiteur numéro 1 de son vivant, bah, évidemment, il va lui réclamer les 900, donc il paiera les 900. Mais s'il assigne un des héritiers, il ne peut pas exiger de la part de l'héritier, hein, qu'il paye la totalité, les 900, comme l'aurait fait, le débiteur numéro 1. Non. L'héritier, il va payer qu'à proportion de sa part dans la succession. Donc s'il a été hérité de 50 de la part du débiteur numéro 1, bah, il aura à payer 50 de la dette. OK? Donc vous voyez, ça, c'est quand même assez simple. Hem Donc, il faut bien comprendre que si jamais le créancier, lui, il veut absolument que ce soit A qui paye ou B, qui paye, mais il veut absolument obtenir, lui, les 900, il veut pas de la moitié, bah là, il va être obligé, le créancier, d'assigner A et B. Il va être obligé d'assigner les 2 s'il veut la totalité. D'accord? En gros, voilà, il peut pas assigner un héritier et lui dire, «Toi, bah, tu vas payer aussi pour ton, cohéritier. Donc tu vas me donner les 900, à la place de me payer, que les 450 que tu me dois, initialement». Bah non, il peut pas faire ça. Pourquoi? Bah, déjà parce que, voilà, les héritiers ne sont pas solidaires, ils ne sont pas tenus solidairement, donc c'est impossible, en fait. Alors, ensuite, ce que j'aimerais que vous compreniez, toujours par rapport à ça, c'est que, si vous voulez, la solidarité de base, de base, de base, elle reste, mais entre les héritiers, ben, il y a pas de solidarité. Ils ne sont pas solidaires. Donc, si vous voulez, le créancier, il peut toujours demander l'intégralité de la dette, sauf que s'il veut que lui soit payée l'intégralité de la dette, bah, il est obligé de demander le paiement
à tous les héritiers. Voilà, qui vont, évidemment chacun payer leur part, hein, mais au moins comme ça, il aura le paiement, total. Mais il peut pas demander à l'un d'eux, de payer, pour l'autre, c'est pas possible. Ils ne sont pas solidaires. Donc, voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous aura éclairé. N'oubliez pas que je vous prépare une formation, j'espère qu'elle va sortir très rapidement. Je mettrai le lien dans la description. Donc, cette formation qui va consister pour vous à avoir toutes les étapes de raisonnement, le jour J. Comme ça, vous voilà, vous en mêlez pas les pinceaux, vous dites pas: «Mais par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, j'ai les connaissances, mais où je vais?» Non, là, vous avez tous les points de droit à checker le jour J sur ce thème. C'est du pain béni, comme je l'ai déjà dit. Donc, voilà, oubliez pas de vous abonner, parce que j'ai constaté d'ailleurs, qu'il y a 90 des gens qui ne sont pas abonnés, mais qui pourtant visionnent mes vidéos. Donc ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne pour que je puisse continuer surtout à vous fournir un contenu rigoureux et gratuit pour vous. Voilà, en tout cas, moi, j'adore faire ça et je vous souhaite une belle réussite. Voilà, à bientôt!